De retour à Lyon, dans cette magnifique métropole, pour parler alimentation, puisque nous sommes ici dans la capitale mondiale de la gastronomie. Il ne faut pas se le cacher. Quand on a la chance, comme nous, au quotidien, de pouvoir déambuler dans les rues de Lyon, on sent les odeurs absolument incroyables qui, à cette heure où on va se préparer à aller déjeuner, un petit moment d'évasion. Nous sommes avec 4 invités pour parler de cette alimentation responsable et circuits courts. Quel défi pour la capitale mondiale de la gastronomie. Nous sommes avec Olga Melik, qui est doctorante rattachée au pôle sciences sociales du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Nous sommes avec Loïc Rigaud, directeur de VRAC, Lyon Métropole, et avec Sylvain Godineau, adjoint au maire de la ville de Lyon en charge de la transition écologique. Monsieur l'adjoint, je vais venir vers vous dans quelques instants, mais avant toute chose, j'aimerais revenir avec vous, Olga Melik. On ne sait peut-être pas que l'Institut Paul Bocuse n'est pas simplement un institut de la gastronomie, mais c'est aussi un centre de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail de doctorante et en quoi la science et l'alimentation ont vraiment un lien proche, enfin, si vous comprenez, sur les liens qui tissent la consommation? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille à l'Institut Paul Bocuse, qui est une école internationale qui propose des formations de bachelor jusqu'à master, différents domaines, en restauration, en hôtellerie, en art culinaire, en pâtisserie. Et donc l'Institut Paul Bocuse est connu, mais c'est peut-être le centre de recherche qui fait partie de l'Institut un peu moins. Le centre de recherche mène des travaux pluridisciplinaires sur les relations entre l'homme et l'aliment. Et il contribue au défi de l'alimentation saine, goûteuse et durable. Donc on a des recherches qui sont menées en sciences sociales, en sciences de nutrition, comportement alimentaire, en sciences cognitives. Donc on a également des projets de recherche dans le cadre des doctorats. Ce sont des projets sur 3 ans qui sont en partenariat avec les universités françaises ou internationales. Et donc notamment mon projet d'hôtesse qui a commencé l'année dernière, qui s'intéresse à l'alimentation sous la prisme de la circulation des savoirs. Donc, et j'étudie plus spécifiquement les acteurs associatifs. Et donc pourquoi je parle de la circulation? Parce que ce terme permet de considérer la communication comme un processus plus complexe par rapport à la vision qu'on peut avoir que la communication, c'est quelque chose qui va de l'amont vers l'aval. Et en fait, comme par exemple, si on parle de la transmission ou la traduction, on va minimiser le pouvoir transformateur qui peut avoir des échanges sociaux. Donc par exemple, quand un acteur reçoit une information et le transmet aux autres acteurs, il peut avoir une transformation de ces informations. Et donc moi, je regarde comment les informations en matière de l'alimentation circulent à travers les acteurs associatifs et sous la prisme de la circulation des savoirs. Merci pour cette introduction. Ça me permet donc de vous interroger, monsieur l'adjoint, sur cet acte de consommer. États généraux de l'alimentation, loi Egalim, explosion du bio, supermarché collaboratif, AMAP, que sais-je, on n'a jamais autant parlé d'alimentation. Et ici, dans la capitale mondiale de la gastronomie, est-ce que ça a un sens de revoir sa façon de consommer et de s'alimenter? Et en quoi ça a un sens?
Alors tout à fait, quand on est une ville comme Lyon, une ville engagée à la neutralité climatique à 2030, il faut repartir du bilan climatique de l'assiette des Français et rappeler qu'aujourd'hui l'alimentation c'est le deuxième poste de gaz à effet de serre d'un ménage après les transports et avant le logement. Donc quand on voit les débats qu'on a déjà eu ce matin, qu'on va avoir encore en fin de matinée avec la zone à faible émission, sur la transformation très rapide des modes de transport qu'on a dans nos métropoles, des questions d'habitat qui sont très vives, on vient de le voir à l'instant avec Renaud Père. Il y a la même chose qui est en train d'arriver sur l'alimentation, c'est-à-dire que c'est un poste majeur de gaz à effet de serre, c'est un sujet qui soulève plein de questions sociales, culturelles, c'est un sujet très vif, et donc c'est un sujet qu'on doit absolument travailler à la ville de Lyon. Ce qu'on fait particulièrement depuis le début du mandat, avec une délégation qui a été dédiée à l'alimentation en début de mandat pour mettre plusieurs axes en place, un axe de retissage du lien entre la ville et les campagnes, un axe d'accès à l'alimentation, de droit à l'alimentation, et puis un dernier axe qui est sur l'agriculture urbaine. Et de la même façon, la métropole travaille ce sujet-là. La métropole a plus de compétences, elle a des compétences sur l'agriculture notamment, que n'a plus la ville de Lyon. On n'a plus qu'une seule petite ferme sur la ville de Lyon. Donc la métropole a tout le volet agricole. Et donc métropole et ville de Lyon mettent en œuvre une politique qui maille les enjeux d'alimentation et d'agriculture, avec notamment cet enjeu climatique qui est très fortement pris en compte, mais qui n'est pas du tout le seul. Il y a évidemment les enjeux précarité sociaux, les enjeux de santé qui sont très présents derrière. Avant de venir au droit à l'alimentation, et puisque c'est vraiment l'objet de votre association VRAC, j'aimerais qu'on vienne au cœur du sujet, parce que vous avez un levier sur lequel vous agissez, c'est la décarbonisation des assiettes, puisque vous fournissez la cantine scolaire, il y a également des EHPAD, et là vous souhaitez agir. Comment concrètement est-ce que vous faites pour réduire de près de 50% les effets comment on l'explique? Comment on décarbone une assiette? Donc les collectivités, elles ont beaucoup de leviers. Côté ville de Lyon, ce que montre notre bilan gaz à effet de serre, c'est que le principal levier, c'est effectivement la restauration collective, avec le premier axe qui est la restauration scolaire, 26 000 repas par jour à Lyon. Donc là-dessus, le renouvellement du marché, on est en délégation de service public, c'est Elior qui a été choisi pour ce nouveau marché, lui fixe des objectifs à la fois de bio et de local, donc 50% de bio en 2022 avec un objectif de dépasser largement les 75% en 2026. Le local, donc c'est 50% qui doit venir de moins de 200 km. Et puis, avec ces deux premiers objectifs, il y a un troisième objectif qui est une offre végétarienne quotidienne et 2 repas sur les 4 par semaine végétariens pour tout le monde. Donc le troisième axe, je voudrais m'arrêter un instant dessus, parce qu'il faut quand même insister sur le fait que décarboner l'alimentation, c'est d'abord réduire les protéines animales, donc réduire la viande, réduire les laitages et réduire le poisson. Donc c'est un axe qu'on est en train de mettre en œuvre. Je voudrais dire qu'on fait donc moins de protéines animales, mais qu'on fait des meilleures protéines animales. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que dans notre marché, il n'y a plus que de la viande labellisée, donc soit bio, soit label rouge. Donc là, on a de la viande de meilleure qualité, c'est meilleur pour la santé de nos enfants, c'est aussi meilleur pour le bien-être animal, parce qu'on n'a plus d'élevage en batterie qui va arriver dans l'alimentation lyonnaise, et c'est évidemment bien meilleur pour les gaz à effet de serre. Donc avec ce marché restauration scolaire, on a une première orientation. On a d'autres marchés, les résidences personnes âgées, les EHPAD, les crèches. Et puis enfin, il y a les réceptions et les événements qu'organise l'hôtel de ville, qui sont beaucoup moins importants en volume, mais qui ont une dimension symbolique forte. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a d'autres axes sur lesquels on travaille. Le deuxième axe, c'est aussi les marchés alimentaires. À Lyon, on a une activité de marché alimentaire qui est très importante. Donc ma collègue Camille Auger, en charge du développement économique, du commerce et de l'artisanat, a engagé tout un travail avec les forains pour qu'on ait une offre qui monte en qualité, pour le dire simplement, qui soit plus bio, plus local, également plus en circuit court, évidemment, avec plus de producteurs sur les marchés. Donc ça fait déjà 2 principaux axes. Et puis ensuite, il y a un troisième axe qui est tout le développement des relations avec les producteurs, avec les distributeurs et avec tous les acteurs qui vont participer à, j'allais dire, l'éducation à l'alimentation, qui est quand même un très gros enjeu. On va revenir sur l'éducation et la sensibilisation des différents publics pour changer. On revient au propos introductif qu'on a eu tout à l'heure avec Jean-Christophe Tortora sur le pragmatisme dont il faut faire preuve pour changer. Dans le cadre de l'alimentation, c'est le cas également.
je suis avec le président de l'association VRAC parce que vous êtes aussi un acteur dans le sens où vous souhaitez, vous militez pour un droit à l'alimentation équilibré ou en tous les cas de qualité. C'est ça l'objectif de VRAC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne ? Oui, bonjour. D'abord, merci de nous accueillir dans ces locaux magnifiques. C'est pas tous les jours qu'on peut parler de la question du droit à l'alimentation et des quartiers populaires dans ce cadre-là. Donc VRAC est né il y a une dizaine d'années maintenant, avec une volonté assez simple, par rapport à un constat qui est quand on n'a pas beaucoup d'argent, comment on fait pour avoir accès à une alimentation de qualité? Et puis surtout, quand on est dans certains quartiers, en l'occurrence les quartiers politiques de la ville, une absence d'offres de produits de qualité, donc qui n'existent pas ou peu sur ces territoires. C'est pas les seuls territoires concernés, on pourra en reparler. Concrètement, le projet VRAC, c'était un moyen de lutter contre une alimentation à deux vitesses où on voit des entreprises, des épiceries bio se développer dans les centres-villes urbains, mais des hard discount prendre la plus grande part de l'offre sur ces quartiers QPV. Une fracture alimentaire comme une fracture sociale. Exactement, et territoriale. Donc le projet de VRAC, c'est de laisser personne finalement du côté de la transition écologique et aller faire en sorte que toutes les populations puissent faire partie de cette dynamique-là. Et cette transmission, ce savoir, ça revient à ce que disait Madame Melik tout à l'heure, c'est important de faire connaître votre association pour que chacun des habitants de la métropole puisse se rendre dans son quartier, puisqu'il y a des lieux, pratiquement, comment est-ce que ça fonctionne, VRAC? On va se retrouver le mercredi à telle heure dans tel ou tel lieu de distribution. Comment est-ce qu'on peut aller sur votre site? Comment est-ce que peuvent faire les Lyonnais et les Lyonnaises? Alors, le projet de VRAC repose en fait sur l'action collective. Donc c'est parce que les habitants se mettent en dynamique ensemble dans des groupements d'achat qu'on peut offrir une offre qui est à peu près aujourd'hui à moins 30, moins 40% du prix du marché et qui est une offre alimentaire de qualité. Très concrètement, c'est des épiceries qui sont éphémères, un peu sur le format des AMAP sur l'ensemble des territoires. Donc 18 groupements d'achat sur la métropole de Lyon, dans les quartiers politiques de la ville et les universités de la métropole de Lyon. Une fois par mois, donc les adhérents se retrouvent et participent à la distribution. Donc il y a différents leviers qui nous permettent d'avoir cette tarification moins chère, notamment donc, le fait d'acheter en grande quantité. Quand 18 groupements d'achat, 1200 foyers adhérents achètent en même temps sur la métropole de Lyon, on peut avoir des effets d'échelle importants. On a également le fait qu'on vend des produits qui sont en vrac, donc les gens viennent avec leurs propres emballages et ça permet de diminuer finalement des frais d'emballage, des frais de manutention aussi liés au petit conditionnement. Et vous êtes soutenu? Et on est soutenu, c'est le dernier point qui est important, par les collectivités locales, par l'État et aussi par des fonds privés qui viennent prendre en charge finalement les fonds de fonctionnement de l'association et la partie logistique. Parce qu'en gros, on vend à prix coûtant ces produits aux habitants, donc on les achète moins cher et on les revend à prix coûtant, ce qui nous permet d'offrir ce tarif à moins 30, moins 40% du prix du marché. Un cercle vertueux, puisque vous soutenez également les producteurs qui sont des producteurs raisonnés, ou en tous les cas bio, c'est bien ça aussi l'objectif, c'est gagnant-gagnant, win-to-win. Voilà, c'est ça, c'est des produits qui sont dans tous les cas en circuit court, donc à moins de 2 intermédiaires dans tous les cas, au gros maximum locaux. On ne peut pas tout acheter localement, tout n'est pas produit dans notre région, donc on peut aller chercher par exemple des pâtes en Italie ou de l'huile accessible financièrement en Catalogne, mais globalement c'est des produits locaux, ça nous permet aussi là de réduire des coûts, mais bien sûr de limiter l'impact carbone de l'activité et de l'alimentation des ménages qui consomment au quotidien. On va revenir sur cette sécurité sociale alimentaire que vous souhaitez voir naître, que vous espérez. Mais avant toute chose, j'aimerais redonner la parole à Olga Melik sur cette transmission du savoir. Est-ce que vous pensez qu'il est, puisqu'on va ensuite donner la parole à monsieur l'adjoint sur les changements de comportement, est-ce qu'il est difficile de faire évoluer les comportements et comment est-ce qu'on doit s'y prendre au quotidien, vous qui étudiez le travail des associations pour améliorer les comportements alimentaires et les comportements de consommation, comment est-ce que vous voyez, vous, de votre œil d'experte et de sachant, cette évolution? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Alors, c'est justement pour ça que je m'intéresse aux acteurs associatifs, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a énormément d'acteurs qui mettent les discours sur l'alimentation. Ça peut être des acteurs comme des experts, des politiques publiques, ça peut être des réseaux sociaux ou des influenceurs. Et en même temps, il y a un grand nombre de supports dans lesquels ces discours circulent. Donc ça peut être la presse, ça peut être des documents institutionnels. Et donc toute cette multiplicité d'acteurs et de supports
le sociologue Claude Fischler, il appelle ça la cacophonie alimentaire, donc qui rend vraiment difficile aux consommateurs et consommatrices d'appréhender les messages sur l'alimentation, parce qu'il peut y avoir de l'ambiguïté ou de la contradiction dans les messages qu'on reçoit. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus des associations qui apparaissent avec cet objectif de rendre ce message plus acceptable et de rendre également les citoyens leur donner le pouvoir d'agir sur leur choix, sur l'alimentation. Et donc, dans ma thèse, je regarde quels sont les dispositifs de médiation qui sont mis en place par ces acteurs associatifs. Donc, par exemple, quels sont les savoirs qu'ils utilisent dans leur façon de communiquer avec le public. Dans quel contexte ces savoirs peuvent circuler. Donc, par exemple, si ces savoirs sont sous la forme de livrets, d'accompagnement ou sous les jeux de rôle ou d'autres animations qui peuvent avoir lieu. Et un autre objectif, c'est de voir également comment ces savoirs ils sont appropriés par le public. Et notamment, plusieurs acteurs associatifs que j'ai rencontrés, ils travaillent avec des publics qui sont en précarité, donc qui sont éloignés ou défavorisés. Et c'est justement plus difficile de passer le message sur les enjeux environnementaux aujourd'hui envers ces publics. Et donc, moi, je regarde quels sont les dispositifs de médiation qui existent et comment ils sont produits par les acteurs associatifs. Donc, sous la prisme encore de cette transmission de savoir, quelles sont les sources des associations, comment ensuite ils transforment les informations qu'ils trouvent dans les supports de médiation. Il y a également un outil essentiel, c'est l'éducation. Ça passe également par une forme de sensibilisation. Est-ce que à la mairie, il y a aussi, hormis le fait que vous mettiez un point d'honneur à limiter les protéines animales, par exemple, qui sont vecteurs de production de carbone, est-ce que là, il y a aussi une volonté de votre part d'éduquer les jeunes pour que, de façon pragmatique, comme on le disait en début de ce forum, il y ait un changement de comportement qui se fasse sur le long cours, et ça va prendre des années, j'imagine, des dizaines d'années? Je vous reprends un tout petit peu sur le terme point d'honneur. C'est aujourd'hui une stratégie climatique doit mettre en place la réduction des protéines animales. Il n'y a pas à discuter de ça. C'est comme dire on va baisser les moteurs thermiques dans les flottes automobiles. C'est une évidence. Moi, j'attends des scénarios de neutralité carbone qui nous montreraient le contraire, mais je n'en connais pas. Je ne pense pas qu'il y en ait. Je voudrais faire une petite remarque. Vous avez 6 sponsors sur ce forum. Il y a 4 transporteurs. Il y a 2 promoteurs. Il n'y a personne de l'alimentation. Et ça donne un message, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où sont les industries agroalimentaires, où sont les acteurs qui portent ces enjeux d'alimentation quand on les croise avec les enjeux environnementaux, climatiques. Donc je pense que là, il y a un retard quand même dans ce débat sur l'alimentation. Alors c'est peut-être un retard, si j'essaye de trouver moi je ne suis pas spécialiste du secteur alimentaire, je suis plutôt spécialiste du secteur des bâtiments, mais dans le regard sur la question climatique, je pense qu'il y a aussi le fait que cette transformation alimentaire, elle nécessite moins de gros investissements probablement que celle des infrastructures de transport ou de bâtiments. On est moins dans les subventions à l'investissement. Là, vous ne m'avez pas dit combien vous investissez pour changer l'alimentation des Lyonnais, alors qu'on a parlé, pour ce qui est des infrastructures de transport ou de logement, on a tout de suite parlé dizaines de millions d'euros. Et là, dans l'alimentation, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, c'est avant tout une question de mode de vie. Donc on fait appel à des changements de comportement, on fait appel à une réflexion sur la sobriété. Le fait de manger moins de viande, c'est clairement un axe de sobriété. Et on n'est plus dans des solutions technologiques et dans des investissements. Donc on est dans quelque chose de complètement différent. Et on sait très bien que la sobriété, je pense qu'on est en train de constater que la sobriété nécessite, comme les infrastructures, de gros investissements, mais qui sont des investissements en moyens humains, avant tout en moyens humains. Nous, Ville de Lyon, quand on a développé cet axe de renforcement des protéines végétales en substitution aux protéines animales, parce qu'évidemment, on respecte toujours les apports protéiniques nécessaires pour tous nos publics, il n'est pas question de sous-nourrir les personnes âgées ou les enfants, mais on a dû investir dans notre cuisine centrale, on a investi pour qu'ils sachent mieux cuisiner les légumineuses, mais c'était un investissement de quelques centaines de milliers d'euros à comparer à des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros qu'on fait dans nos bâtiments. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ratios.
A contrario, il faut qu'on injecte massivement de l'argent dans l'accompagnement au changement des ménages. Alors, on a parlé des publics qui sont les publics cibles de la ville de Lyon, mais je voulais dire qu'il y a aussi un travail que fait la ville pour mettre en place des lieux pour rapprocher les producteurs et les consommateurs. On a déjà eu 2 éditions d'un forum qu'on appelle En terroir connu, qui permet à des restaurateurs d'être mis en contact avec des producteurs locaux qui vont venir leur expliquer ce qu'ils produisent et donc faciliter cette mise en place de circuits courts. Et puis, il y a eu l'appel à projet qu'a lancé la ville de Lyon aussi pour soutenir des initiatives d'agriculture urbaine, d'accès à une alimentation de qualité, qui nous a permis notamment de soutenir VRAC. Le dispositif Quartier Fertile aussi, avec cet axe, donc deux projets de quartier à Mermoz et la Duchère qui développent cette question d'éducation à l'alimentation. Donc oui, il faut qu'on ait un travail d'accompagnement des ménages. Il n'est pas question d'être dans du coercitif, dans du privatif, mais par contre, il faut accompagner, parce qu'il y a beaucoup de ménages qui ne savent pas cuisiner des légumes, tout simplement. Donc ce genre de choses, il faut qu'ils aient l'occasion de le goûter, comme disait Stéphane Labranche en début de séance. Il faut que nous, Ville de Lyon, on fasse en sorte qu'il y ait une innovation, et l'innovation culinaire, elle est très très forte à Lyon. On a à la fois, il y a une sorte de bagarre entre la tradition et l'innovation. Je pense qu'on peut largement la dépasser, c'est-à-dire qu'il y a une tradition culinaire très très forte à Lyon. Il y a aussi énormément de chefs qui travaillent à revisiter tout ça. Et nous, il faut qu'on arrive à promouvoir des modes d'alimentation qui vont dans le sens de ce respect du climat, tout simplement. Ça me permet de redonner merci pour cette intervention riche de sens. Vous militez pour une sécurité sociale de l'alimentation, c'est révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce changement de paradigme que vous espérez voir naître prochainement ? Oui, on aime bien à VRAC dire que le système alimentaire actuel tue 3 fois les personnes. Donc 3 fois le climat d'abord, les agriculteurs ensuite et les consommateurs enfin. Donc le climat, pourquoi ? Parce que c'est l'agriculture intensive, les grandes exploitations, les pesticides, les consommateurs pour les questions de santé, bien entendu, et puis les agriculteurs parce que ils utilisent donc ces produits chimiques, ils travaillent de manière intensive et souvent on a un taux de décès chez les agriculteurs qui est hyper important, un taux de suicide surtout qui est un par semaine, qui est un des plus importants en France. Donc l'idée c'est quand même un peu de penser l'alimentation autrement, ce système alimentaire autrement, et la sécurité sociale donc de l'alimentation se fonde sur un droit, celui du droit à l'alimentation, qui historiquement était un peu pensé comme le fait de nourrir tout le monde dans l'urgence un petit peu, et aujourd'hui face à ce système alimentaire qui broie tout le monde, les chercheurs travaillent un peu sur cette notion d'un droit à l'alimentation durable qui reposerait du coup sur un schéma qui serait respectueux donc de l'environnement, respectueux des producteurs et respectueux bien sûr des consommateurs. Donc il repose sur un principe finalement de dire que l'alimentation est un droit fondamental et que chaque personne devrait avoir, c'est le parti pris pour l'instant mais il pourrait évoluer, 150 € d'argent pour pouvoir acheter des produits alimentaires de qualité. Un peu comme le pass culture, vous souhaiteriez un pass alimentaire mais qui soit universel. Voilà, le collectif pour une sécurité sociale et l'alimentation propose de s'appuyer sur ce qui a été créé en 1945 avec la sécurité sociale et partir sur un système avec une carte vitale où on pourrait acheter dans des magasins labellisés une alimentation de qualité. Plus globalement, parce que ce qui est important pour le collectif, c'est le volet universel de cette dynamique, quels que soient ses revenus, on estime que c'est important d'avoir accès à cette alimentation de qualité. Plus concrètement aujourd'hui, parce que vous imaginez bien que le budget est important, la question c'est comment on transforme un peu le champ de l'accessibilité alimentaire. Aujourd'hui, les derniers chiffres montrent qu'il y a à peu près 8 à 9 millions de personnes qui se nourrissent à l'aide alimentaire au quotidien. Et donc l'enjeu c'est de savoir comment ces personnes qui, alors soit ponctuellement, mais pour beaucoup durablement, chaque année, année après année, se nourrissent essentiellement des produits de l'aide alimentaire, puissent le faire avec une alimentation de qualité. En quelques mots, l'aide alimentaire, c'est des produits qui sont issus en grande partie de la grande distribution,
distribution, c'est les produits en fin de course de la grande distribution qui défiscalisent un certain nombre de ces produits. C'est aussi des produits financés par la Fed au niveau européen, qui a quand même une vocation à financer le maximum de produits avec le moins possible d'argent. C'est comme ça qu'on a vu des scandales autour des steaks sans viande, enfin des steaks certifiés avec pur bœuf mais sans viande. Donc une logique qui est du moins-disante et qui nourrit en gros les pauvres avec des produits de mauvaise qualité parce qu'il faut bien les nourrir. L'objectif c'est quand même de changer de ça. Sur Lyon on a un projet qui s'appelle Territoire à vivre, qui est un projet porté nationalement, qui a le soutien de la métropole et des collectivités, de l'État aussi, et qui vise justement à proposer aux personnes en situation de précarité sur la métropole des produits qui viendraient non pas de la grande distribution, mais des produits qui viendraient directement des producteurs locaux, avec un financement, un tiers financement qui serait assuré par l'État et les collectivités pour financer cette différence. Vous œuvrez également envers le public étudiant. C'est aussi une volonté de votre part parce que là aussi, il y a une grande précarité et une difficulté à se nourrir convenablement. Oui, voilà, en 2019, on a lancé un projet dans les universités à la demande des étudiants face à ce constat. Donc on a lancé 2 groupements d'achat sur l'université Lyon 2 à Bron et sur les berges du Rhône. 2 groupements d'achat qui ont montré leur efficacité pendant le Covid et aujourd'hui qui prennent une dimension importante. On a un 3e groupement d'achat qui est en création et on touche à peu près 350-400 étudiants qui viennent acheter chaque mois des produits de qualité sur les universités avec une ambition de répondre à l'ensemble des campus qui font aujourd'hui la demande sur la métropole et bien sûr en France, parce que VRAC est aussi présent sur l'ensemble du territoire national. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais vous souhaitez également l'ouverture, je crois, de près de 15 nouveaux centres VRAC sur l'ensemble du territoire. Vous avez déjà, je crois, 18 centres qui sont déjà ouverts. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Un mot, monsieur l'adjoint, j'ai l'impression que vous vouliez intervenir. Je vous écoute. Oui, je voulais faire un petit lien aussi avec l'enjeu de remettre la production alimentaire dans la ville. Parce que dans une ville aussi dense que Lyon, 11 000 habitants par kilomètre carré, les habitants sont complètement coupés de la nature et en particulier de la production agricole. Donc là-dessus, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre visible en fait rendre visibles les saisons, rendre visible la croissance des plantes, enfin le cycle des plantes à travers une politique qui est déjà ancienne de jardins partagés. Donc il y a des jardins partagés et des jardins ouvriers qui ont une production alimentaire plus importante. Donc une 60aine de jardins dans la ville. Et puis ce qu'on met en place aussi depuis le début du mandat, c'est la plantation d'1 verger par an et par arrondissement pour que les habitants se réhabituent en fait à voir des arbres fruitiers, des plantes vivrières dans la ville. Il y a aussi tout un projet de créer des petites fermes urbaines dans la ville, dans différents lieux. On a nos cours nature aussi où on ramène des arbres fruitiers dans les cours d'école, des crèches. On a des locations de poules dans nos crèches qui mangent les biodéchets alimentaire des crèches. Donc on essaye de reboucler un cycle en fait, entre la plante qui pousse, la plante qui arrive dans l'assiette, le déchet qui est revalorisé. On a aussi une collecte des biodéchets qui se passe très très bien en apport volontaire dans le 7e arrondissement qui va être étendu à plusieurs territoires pilotes de la métropole. On constate que les habitants font facilement ce geste de tri des biodéchets qui sont compostés et réenvoyés dans des terres agricoles à proximité de la métropole. Donc je voulais insister sur cette volonté de reboucler un cycle et puis encore une fois d'accompagner le changement. Ça veut dire faire d'abord avec tous les acteurs. Donc typiquement on a une commission restauration des écoles. Ce sont d'abord les enfants qui vont discuter des menus avec les adultes pour dire comment ils voient toute l'alimentation qu'on leur sert. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vais me permettre de faire un pas de côté. Vous avez peut-être tous entendu l'accent d'Olga. Je vais me permettre de vous remercier d'avoir été avec nous puisque Olga est russe et elle participe à cette table ronde et on pense très fort à elle et à tout le peuple russe qui vit aujourd'hui également cette confrontation avec l'Ukraine. Merci à tous.